Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui un duel qui va vraiment saigner dans les chaumières entre le Fuji X-M5 et le Nikon Z52. C'est vraiment une vidéo que je voulais tourner depuis déjà un bon petit moment. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce comparatif. Ça se fait pas trop sur YouTube parce que bien sûr les marques n'aiment pas trop qu'on compare un peu leur bébé chéri à une autre marque. C'est toujours un petit peu gênant. Moi j'ai aucun problème par rapport à ça et on va se régaler aujourd'hui dans ce comparatif. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec l'ergonomie. Alors on a deux écoles assez différentes entre l'X-M5 Fuji et le Z52 Nikon. D'un côté, on a un appareil qui est très petit, très léger, 350 grammes, qui tient presque dans une poche. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Vous l'avez remarqué, ici, il y a une petite épaule qui permet de maintenir un petit peu l'appareil entre ses doigts. Mais cette épaule, elle est dans un plastique dur, glissant, et elle est assez réduite. Contrairement au Nikon, qui bien sûr, lui, a un grip vraiment extrêmement massif. Alors, il est plus lourd, hein. Ce Nikon, il fait 550 grammes, 200 grammes de plus que le Fuji, pratiquement. Mais, vous voyez, on le tient vraiment très bien. Le revêtement est caoutchouté, donc on a quelque chose qui ne risque pas de vous échapper. À tel point d'ailleurs que pour le Fuji, j'ai maintenant l'habitude d'utiliser une petite sangle, sniper comme on l'appelle, enfin c'est la marque tout au moins qui s'appelle comme ça, et donc on passe cette sangle sur l'épaule et on a une petite vis qui vient s'emboîter dans le pas de vis sous la semelle du boîtier, de façon, je dirais, à sécuriser, et c'est quand même assez pratique. On peut vraiment, non pas le porter à l'œil comme je viens de le faire bien sûr, mais regarder l'écran arrière, et on peut ainsi comme ça, si jamais il vous échappe le boîtier, eh bien il va rester suspendu à votre sangle et c'est quand même très sécurisant. Alors c'est pas la seule différence, il y a aussi le fait d'avoir, par exemple sur le Fuji, une correction d'exposition directement accessible par tir de diaph sur l'épaule droite avec cette molette que l'on règle avec son pouce en lecture directe sur l'écran arrière. C'est très instinctif, c'est très rapide, c'est très pratique, alors que sur le Nikon, plus classiquement, comme tous les Nikon d'ailleurs, on a ici une petite touche qui permet d'enclencher la correction d'expo, et ensuite on va avec le pouce modifier cette correction avec la molette arrière droite. On a sur les deux appareils deux roulettes, une arrière, une avant. Sur le Fuji, la roulette avant est cliquable, ce qui permet de modifier deux paramètres, ça peut être l'exposition, la vitesse, les ISO. Sur le Nikon, on a les deux molettes qui permettent là aussi d'avoir un réglage différencié, mais on n'a pas de molette cliquable. Ça pourrait être une bonne idée, une bonne évolution, même si il m'est arrivé plusieurs fois de cliquer un petit peu par inadvertance sur la molette avant du Fuji et de dérégler un certain nombre de réglages que j'avais fait précédemment, et ce qui m'a imposé de revenir sur mes réglages pour reprendre la photo sans que je l'ai vraiment voulu. Ce qui m'amène à un deuxième inconvénient de l'ergonomie Fuji, en tout cas à mes yeux, c'est ce petit pad. Alors ce petit pad, il sert entre autres à beaucoup de choses, naviguer dans les menus, régler un certain nombre de points, mais aussi, vous voyez, au niveau de l'autofocus, de déplacer votre collimateur. Et il m'arrive très souvent, involontairement, de déplacer mon collimateur, et ça c'est vraiment casse-pied, parce que lorsque j'ai choisi un endroit spécifiquement pour prendre la photo, je repose un petit peu l'appareil ou je regarde autour de moi pour voir s'il y a autre chose à prendre, et le collimateur, j'ai touché à ce fameux pad avec le pouce, avec un doigt, avec éventuellement mon t-shirt ou ma veste, et donc ce collimateur s'est déplacé de façon involontaire, et il m'est arrivé plusieurs fois de rater une photo ainsi. Comme dans cet exemple où j'avais choisi le personnage comme sujet principal, mais le collimateur s'est décalé au premier plan sur les fleurs, il a fallu que je redécale ce collimateur pour arriver à centrer sur le sujet et faire véritablement la photo que je voulais. Ça, je dois avouer que c'est quelque chose qui me chagrine un peu et qui est beaucoup moins pratique à mes yeux que le pad classique de Nikon. On peut bien sûr lui attribuer un petit peu différentes fonctions, déplacer le collimateur comme dans beaucoup de boîtiers, mais on ne le fait pas involontairement. Il faut vraiment appuyer fort, cliquer pour pouvoir déplacer le collimateur. Dans les petits inconvénients également, j'ai la touche pour accéder au menu rapide qui s'appelle Q ici sur le Fuji, et elle est vraiment
encastrée à très petite déjà. Vous voyez, moi j'ai du mal à y mettre même mon index. Elle est très petite, elle est encastrée dans le capot supérieur de l'XM5. Elle est donc assez difficilement mobilisable. Sur le Nikon, c'est pas le cas. On a cette touche I qui est vraiment accessible directement dans n'importe quelle condition. On a une lecture directe sur le menu rapide, qui est quand même moins complet par contre que le Fuji. Vous voyez que sur les deux appareils, on a beaucoup moins d'icônes sur le Nikon que sur le Fuji. Le Fuji, il y a plus de choses. Le Nikon, il n'y en a pas plus. On peut changer, bien sûr, les menus, mais on ne peut pas rajouter de fenêtres. C'est un peu dommage. Fuji a eu la bonne idée d'en mettre plus. Et heureusement, parce que les menus sont un peu plus complexes, je trouve, sur le Fuji. C'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver que sur le Nikon. Alors, dans les différences évidente qui saute aux yeux, et c'est le cas de le dire, bien sûr, on a aussi l'absence de viseur sur l'XM5. Je dois avouer que là aussi, j'ai un peu de mal avec cet écran arrière, qui est bon, qui est assez grand sur le Fuji, j'ai pas lui reproché quoi que ce soit, qui est très pratique lorsqu'on est dans une luminosité, je dirais, classique, normale, même en journée, même à l'extérieur, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes à la montagne, au ski, ou dans une très forte luminosité sur la plage, vous allez avoir quand même un petit peu de mal à viser, même en montant la luminosité du moniteur arrière au maximum, ça reste quand même plus difficile d'utilisation. A l'inverse, bien sûr, sur le Z52, on a un viseur qui certes n'est pas aussi défini qu'un Z8 ou qu'un Z6 III, mais qui est quand même assez bon. J'ai été surpris par cette qualité de viseur et qui permet là de faire totalement ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, comme avec n'importe quel boîtier classique. Ça m'amène tout naturellement à quelle utilisation on peut faire de ces deux boîtiers, puisque ils ne se destinent pas tout à fait à la même utilisation et peut-être pas non plus aux mêmes utilisateurs. Je pense réellement que la Fuji XM5, de par la qualité des fichiers qu'il produit, surtout d'ailleurs en JPEG direct qui sont utilisables immédiatement, eh bien ce Fuji XM5 s'adresse à mon sens, en priorité à ceux qui viennent du smartphone, et oui, qui ont envie de continuer de regarder, de viser à travers un écran, qui ont l'habitude de procéder ainsi, mais qui veulent une qualité d'image ô combien supérieure, et là c'est le cas, l'XM5 a vraiment cette capacité à vous donner plus et mieux que n'importe quel smartphone, même très haut de gamme. Vous allez pouvoir vraiment vous régaler, apprendre à utiliser des réglages d'ouverture, de sensibilité, de vitesse, bref, faire vraiment de la photo, mais en ayant une qualité finale qui n'a strictement rien à voir avec, je vous le répète, même le smartphone le plus cher et le plus évolué du marché. Donc l'utilisation vraiment privilégiée de ce XM5, ça va être bien sûr la street photo, la photo de rue, la photo familiale, la photo d'intérieur, la photo de reportage, je dirais un petit peu lorsqu'on se balade comme ça en tourisme, lorsqu'on visite une ville, lorsqu'on veut aller voir un monument, etc. On a vraiment des images qui vont sortir du lot par rapport à d'autres caméras. D'autant, et là je viens tout de suite au point fort, en tout cas un des points très forts avec la qualité d'image de l'XM5, c'est ces simulations de film. Vous avez sur l'épaule gauche, en accès direct, toutes les simulations de films Fuji, toutes celles qui nous plaisent bien, dont le nom va évoquer, pour les plus anciens d'entre nous, les noms des négatifs que l'on utilisait dans nos appareils argentiques, que ce soit la Provia, que ce soit la Reala, que ce soit la Velvia, la Cross. Là, pour le coup, on domine assez nettement de la tête et des épaules ce brave Nikon, puisque lui, il a aussi cette capacité à vous proposer des réglages directs avec le Picture Control. C'est cette touche directe, et ça aussi c'est une bonne idée du Z52. On a accès ici directement au Picture Control. Et alors comme vous le voyez à l'écran, vous avez au niveau du Picture Control et avec toujours pareil le pad, accès sur des réglages différents qui vont du neutre, en passant par le normal, le saturé, le monochrome. Et le monochrome est assez performant puisqu'on a aussi le monochrome ton profond chez Nikon. C'est une nouveauté depuis le ZF.
et c'est un monochrome qui est formidable, qui permet d'avoir un réglage particulier, entre autres pour les cieux, quand vous avez des nuages, ça le fait ressortir de façon superbe. Ce Picture Control, on peut aussi l'affiner, le régler de façon un petit peu plus détaillée, en allant dans le menu, et vous allez pouvoir ainsi régler le contraste, la luminosité, la définition. Vous allez pouvoir ajuster exactement comme vous le souhaitez, mais c'est quand même beaucoup moins intuitif, beaucoup moins rapide, et il faut être un petit peu plus connaisseur du monde de la photo pour arriver à d'aussi bons résultats que le Fuji, qui lui les a en direct sur les simulations de films, qui sont également paramétrables bien sûr. Alors, on en a déjà parlé, venons-en maintenant à la qualité d'image produite par ces deux boîtiers. On a d'un côté 26 millions de pixels, de l'autre côté 21. La différence est infime. On ne voit pas à l'écran, même en agrandissant, une différence entre 21 et 26 millions de pixels. Donc on va dire égalité de ce point de vue-là. Par contre, il existe des nuances, des différences au niveau de la qualité des images produites. On regarde tout ça ensemble. Alors on va commencer par s'intéresser au noir et blanc, avec d'un côté la crosse, la simulation de film chez Fuji, et puis de l'autre côté, avec Nikon, le noir et blanc standard, le monochrome normal. Alors déjà, premier fichier, le JPEG direct. Là, on voit vraiment une différence. Fuji fait vraiment les choses mieux. L'image est, je trouve, plus sympa, plus chaude, plus blanche, plus contrastée. Le ciel est plus joli. Donc là, il y a vraiment une grosse différence. Et c'est ce que je vous expliquais précédemment. Si on veut avoir une image utilisable directement en sortie de boîtier, en JPEG, sans se poser trop de questions, avec les modes de simulation de film Fuji, c'est idéal, c'est parfait, c'est vraiment très bon. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire avec les fichiers RAW des deux appareils en les travaillant. Voilà les deux fichiers RAW que j'ai travaillé, alors très peu pour le Fuji. On a pratiquement quelque chose qui est à l'identique parce que le JPEG était déjà très satisfaisant, donc j'ai pratiquement rien fait. Et puis sur le fichier RAW de Nikon, le NEF, là j'ai travaillé un petit peu plus, j'ai été chercher ce que je voulais comme image. Et sincèrement, on arrive à quelque chose qui n'est pas tout à fait de la même qualité que le Fuji. Je dirais que ce n'est pas une question de qualité, c'est des choix artistiques. Là, on a quelque chose qui, moi, me convient quand même si la petite patte à crosse de simulation de film Fuji est vraiment superbe. Dans ce cas-là, je mettrai quand même un point pour le Fuji par rapport au Nikon. Deuxième exemple en couleur ce coup-ci, et on a toujours le Fuji à gauche et le Nikon à droite, toujours en JPEG, donc en accès direct aux images produites. Alors là, on s'aperçoit déjà qu'il y a une petite différence au niveau colorimétrique, avec un ton un petit peu plus chaud, un petit peu plus jaune sur le Fuji, un petit peu plus bleu-vert sur le Nikon. Et puis on a cette différence aussi dans l'exposition. Le Fuji a tendance quand même à accentuer un petit peu les basses lumières et cramer un petit peu les hautes lumières. Alors c'est un choix de Fuji de favoriser un petit peu ces basses lumières et de remonter en règle générale l'exposition des photos. Nikon privilégie de sauvegarder les hautes lumières, quitte à sous-exposer légèrement le reste de la scène. Avec le Fuji, je suis souvent obligé de sous-exposer avec la correction d'expo, ce qui arrive assez rarement avec le Nikon. Après le rendu, c'est à chacun de se décider en fonction un petit peu de ce qu'il veut. Bien sûr, avec les simulations de film ou avec le Picture Control, on peut faire modifier un petit peu ces tons, mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au niveau du rendu direct en JPEG. Pour ce troisième exemple, j'ai placé les deux appareils en ISO automatique pour voir aussi un petit peu les choix que nous proposent les deux marques, avec toujours le 23 f1.4 A4 en ouverture et le 24 1.7 A4 aussi en ouverture. Le choix de Nikon a été de monter à 2000 ISO au 1/40e de seconde. Le choix de Fuji a été de choisir 12 800 ISO, pour quand même valeur très élevée, à 1 centième de seconde, ce qui quand même sécurise aussi un petit peu les flous de bouger. Et on a là aussi une différence dans le choix de la cellule. Vous voyez que on a une surexposition sur le Fuji et qui crame encore un petit peu les blancs. Donc c'est à prendre en considération. Et pourtant, je suis à moins 0,3 en correction d'exposition, d'ailleurs sur les deux appareils, et il faut encore sous-exposer davantage sur le Fuji pour avoir une exposition correcte, en tout cas à mon sens.
On voit aussi que le traitement en JPEG du bruit est quand même remarquable sur le Fuji. On est à 12800 ISO, vous voyez que c'est quand même très très bon. Également, cette petite différence de colorimétrie, enfin petite, elle est quand même assez notable là aussi, c'est des choix, mais ça je dirais que c'est vraiment à chacun de paramétrer à la fois la simulation de film et le picture control, de façon à obtenir vraiment ce qu'il souhaite. Vous voyez qu'on arrive quand même à faire des photos directes, dans les deux cas de qualité, avec un rendu qui n'est pas si différent que ça, à mes yeux. Là, j'ai presque envie de dire que la différence fondamentale de cette photo, elle est sur l'exposition qui est un petit peu trop haute sur le Fuji, qui est meilleure sur le Nikon, et bien sûr sur la qualité de l'objectif, qui est bien meilleure sur le Fuji que sur le Nikon. Pour cette nouvelle comparaison, nous sommes en lumière du jour, avec une belle lumière. J'ai laissé là aussi les deux boîtiers en ISO automatique pour voir un petit peu leur choix. On est à 160 ISO sur le Fuji, 100 ISO sur le Nikon. L'ouverture est à fuite sur les deux, ce qui nous fait un 1/200e pour le Nikon et un 280e pour le Fuji. On est sur le 15-45 pour le Fuji et le 16-50, les deux à 25 mm. Et alors vous voyez que là, la différence de rendu colorimétrique saute aux yeux, c'est assez flagrant. Je pense que la réalité se situe un peu entre les deux. Le Fuji est assez jaune, alors ça donne une chaleur et un côté très sympa à l'image. Là aussi, je pense que beaucoup apprécieront ce choix de Fuji, avec cette tonalité plus chaude. Une fois de plus, ce choix colorimétrique est vraiment modifiable à souhait, soit par la simulation de film, soit le picture control, soit en post-traitement dans un deuxième temps. Un autre exemple aussi pour voir que cette différence colorimétrique, elle peut être ajustée dès la prise de vue, parce que là je l'ai un petit peu joué comme ça sur les deux boîtiers, mais je tenais aussi à vous montrer la différence qu'il peut y avoir au niveau du bokeh, du fondu d'arrière-plan, avec un objectif assez haut de gamme ouvert à 1.4 et un objectif somme toute relativement raisonnable en prix ouvert à 1.7. Vous voyez que ça reste quand même assez négligeable. La seule vraie différence, c'est sur la définition, le piqué proprement dit. Quand on va agrandir par exemple sur les cheveux de Daniel, on voit bien que le 23-1.4 Fuji fait vraiment la différence. On est à la même sensibilité, 6400 ISO sur les deux, pleine ouverture sur les deux. Et vous voyez que là, on a quand même une belle différence. Et même si on ferme ces deux objectifs, on se retrouvera avec encore une différence marquée quand même. Même si ce 24-1.7 ne démérite pas, vu son prix et son encombrement, honnêtement, sur une image jusqu'à un format A3 sans problème, on peut avoir de très très beaux tirages totalement réussis avec ce 24-1.7. Avantage, là aussi, au Fuji avec la qualité de ce 23-1.4. C'est d'ailleurs une constante dans les ouvertures 1.4 chez Fuji. Il y a plusieurs optiques qui ont cette ouverture f1.4 et qui sont tous, mais alors vraiment tous, de très très belle qualité. Dernier exemple avec un contraste très marqué sur cette photo, puisque ce jeune garçon était éclairé par le soleil et que l'arrière-plan était assez sombre. Alors là aussi, les choix en ISO automatique sont assez différents. 320 pour le Fuji, 100 pour le Nikon, avec une ouverture pratiquement identique, 5.6-6.3, avec la focale 45 mm. Là aussi, les choix de rendu, de couleurs sont assez différents, avec cette tonalité jaune qui ressort systématiquement sur le Fuji, qui est toujours assez agréable, avec une tonalité plus respectueuse des peaux, c'est assez curieux, mais c'est comme ça sur le Nikon. Je dis c'est assez curieux parce que je m'attendais presque à l'inverse, même si le rendu du Fuji, que j'aime beaucoup, est assez agréable, c'est un petit peu plus juste au niveau du Nikon. Et ce que je tenais aussi beaucoup à vous montrer, c'est la nécessaire correction d'exposition. Là, je suis à moins 2,3 diaph de correction sur le Fuji, c'est énorme, alors que sur le Nikon, j'ai rien, je suis à 0. Alors, je pense qu'on aurait pu baisser peut-être de 0,3 diaph sur le Nikon, mais c'est tout. Alors que sur le Fuji, j'étais obligé de vraiment descendre énormément, et encore, vous voyez que cette zone-là, elle n'est pas rattrapable au développement, elle est cramée. Il faut être aussi attentif sur l'écran arrière du Fuji, on voit très bien avec la correction directe ce que l'on fait, on peut vraiment pallier à cette petite insuffisance au niveau de la mesure d'exposition du Fuji, mais là aussi on a quand même ce petit souci à prendre en compte qui est plus ou moins marqué selon les images. En tout cas, quand il y a une très grande dynamique dans l'image, il faut y faire attention.
Alors on va attaquer cette montée en ISO classiquement par le Fuji XM5 avec quelques petites particularités. Alors déjà de 100 à 800 ISO, il n'y a pratiquement aucune différence, c'est très linéaire, c'est très bon, c'est très défini. Avec quand même une petite subtilité qui n'est pas liée à cette montée en ISO, mais bien à la stabilisation de ce boîtier. Certes, le 1545 a une stabilisation OIS, mais elle n'est pas aussi efficace que le 1650 de chez Nikon. Et moi qui ne bouge pas beaucoup, j'ai quand même, vous voyez, sur le 100 ISO, un petit mouvement qui m'a fait un petit flou de bouger. Ça n'empêche pas de vérifier la qualité de la montée en ISO, mais voilà, c'est à prendre en considération. Cette stabilisation, elle est un poil moins efficace d'un point de vue optique, en tout cas sur le 1545 que sur le 1650. C'était un point sur lequel je voulais revenir. Bien, alors ceci étant, on va voir cette montée en ISO, donc 100 à 800, je vous fais grâce de tous les détails, c'est assez semblable. Donc on peut monter ensuite à 1600 ISO, si j'agrandis l'image fortement, on va se retrouver avec une dégradation mais extrêmement minime, c'est encore très bon. Les noirs sont un tout petit peu moins profonds, détail un tout petit peu moins précis, mais on est à 200%, je vous le répète, si on met l'image dans son cadre normal, on a quelque chose qui est parfaitement exploitable, parfaitement intéressant à 1600 ISO. 3200, c'est pareil, on a juste effectivement cette baisse de définition qui apparaît très légèrement par rapport au 800, mais vous voyez que ça reste quand même vraiment très très contenu. 6400, là aussi c'est très linéaire, très progressif, on perd encore un petit peu de détails, vous voyez, sur le crépi du mur, sur la définition des petites colonnes, sur la profondeur du noir, c'est un petit peu moins précis. 12008, on regarde là une vraie dégradation de l'image, c'est un petit peu plus net, l'image est un petit peu plus lissée, ça reste encore tout à fait correct, mais on perd quand même un petit peu de détails. C'est une première vraie bascule à 12008. 25600 ISO, eh bien, les détails sont encore un petit peu plus lissés, on a une perte de définition un petit peu plus marquée, et là, bon, si l'image ne dépasse pas du A4, c'est encore parfaitement exploitable. Au-delà, il faudra passer par la réduction de bruit générative de Lightroom qui permet véritablement de faire des miracles et d'utiliser encore ce 25600 ISO. Au-delà de cette valeur, à savoir 51 000, là je suis beaucoup plus circonspect parce que vous voyez, on a vraiment une espèce de grain qui apparaît avec des petits artefacts colorés, une perte de définition qui est vraiment marquée. Là, même l'IA ne fera pas des miracles, ça sera encore utilisable sur du petit format avec une génération un petit peu marquée au niveau de la reprise de piqué et de définition. Nativement comme ça, moi je ne monte pas sur des sensibilités aussi élevées avec ce boîtier. Alors pour cette montée en ISO avec le Z52, j'ai choisi une autre optique qui est assez intéressante, 50-400 de chez Tamron. Optique un petit peu grosse, un peu lourde je trouve, et un poil cher aussi. Par contre très qualitative, qui permet vraiment d'avoir un range formidable, puisqu'on arrive à un 75-600. Et c'est une optique stabilisée également, bref, il y a beaucoup d'atouts. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, elle va nous permettre déjà de voir que 100-200 ISO, ben, c'est très très bon, vraiment c'est excellent. On a vraiment une qualité superlative, avec encore une petite définition et un micro-contraste un poil plus marqué. Pour les plus pinailleurs d'entre nous, et j'en fais partie, on aura un 100 ISO encore supérieur au 200 ISO, mais c'est vraiment infime et il faut être agrandi à 200 ou 400% pour s'en rendre compte. Le 400 ISO ressemble trait pour trait au 200. On va voir que le 800 c'est exactement la même chose. Aucune différence, vous pouvez être tranquille, donc toujours ce 100 ISO qui est superlatif, et ensuite on est très stable, y compris jusqu'à 1600 ISO, qui lui ne présente pas vraiment de grosses différences, que ce soit sur l'image entière ou sur un agrandissement très important à 200%, ça reste parfaitement utilisable, et vous voyez que même l'arrière-plan très sombre ne présente que très peu de bruit. Honnêtement, j'ai été surpris, à 3200 ISO, on a à peu près les mêmes caractéristiques qu'à 200, donc ça fait 200, 400, 800, 1600, 3002 qui sont à votre disposition, avec à peu près la même définition, le même contraste, avec la même montée en bruit très linéaire, très faible dans l'arrière-plan. Vous voyez que l'image est superbe.
6400, on a une première bascule. Je vous remontre pour l'anecdote le 100 ISO. Vous voyez que là, c'est un petit peu plus marqué. On a une petite perte de définition qui n'est pas énorme, mais qui existe. Et on a également une montée en bruit qui commence à se faire sentir un petit peu dans les aplats derrière, un petit peu sombres. 12008, à l'instar du Fuji d'ailleurs, on commence à avoir déjà une perte de définition qui est un petit peu plus notable, même s'il n'est pas énorme. Le bruit en arrière-plan monte aussi un petit peu. C'est une première bascule qui peut être rédhibitoire pour certains d'entre vous, mais sincèrement, avec un tirage A3 par exemple, sans post-traitement, c'est déjà utilisable. Et en A2, avec le traitement génératif de Lightroom, là aussi, vous pouvez faire de beaux tirages, y compris en 12008. Le 25600 ISO est un petit peu moins bon que le 12008, très logiquement, je le remets en comparaison avec le 200, mais reste à mon sens un poil meilleur que le 25006 du Fuji. Enfin, le 51200 ISO présente là aussi des faiblesses, d'ailleurs comme le Fuji, je pense que c'est vraiment la limite à ne pas dépasser pour les deux boîtiers, même si on peut retraiter là aussi et de façon assez musclée maintenant le 51200. Je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a retraité avec l'IA de Lightroom les images à 51200. Alors pour l'anecdote, avant de passer au traitement du 51200, sachez qu'il existe aussi un 102000 que je vous mets rapidement, et même un 204000, bon, aucun intérêt, ces images sont irrattrapables et inexploitables pour moi. Allez, passons tout de suite au traitement du 51200. Alors je ne vais pas m'étendre sur le post-traitement qu'on peut faire, je vais juste simplement aller chercher l'IA générative de réduction de bruit. Voilà un fichier à 51200 ISO, traité par Lightroom, en suppression générative de bruit. C'est assez dingue, je dois avouer. Regardez, c'est incroyable, quoi. On a retrouvé pratiquement le niveau d'un 800 ISO. Cette montée en ISO, je vous la fais encore, mais elle devient un peu anecdotique, en tout cas sur des valeurs de sensibilité déjà très élevées. Vous voyez, avec les réductions de bruit qu'on a maintenant sur les logiciels, c'est assez bluffant. Je pense que la prochaine génération de boîtiers aura ça en interne et permettra directement d'arriver à ce résultat jusqu'à 51 000 ou 100 000 ISO, comme j'en avais parlé déjà depuis un certain nombre d'années maintenant. Passons maintenant à la même opération sur le Fuji à 51 200 ISO pour voir ce que ça donne. Voici l'image en RAW du XM5 à 51 200 ISO et même chose, on va faire une petite analyse par Lightroom et ensuite une réduction de bruit. Voilà le résultat final, et si j'agrandis, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est tout à fait comparable à, on va dire, peut-être pas du 800 comme avec le Nikon, je trouve que c'est un petit peu moins efficace, mais on va dire entre 1600 et 3200 ISO, ce qui est déjà tout à fait acceptable pour 51 000 natifs, et une image utilisable telle qu'elle, largement en A3, voire peut-être en A2. Alors d'autres différences entre ces deux marques, il s'agit aussi du parc optique. On le sait, Fuji a un parc optique dédié à l'APS-C qui est énorme, vraiment qui a beaucoup plus d'antériorité que la gamme optique Z-DX qui est assez limitée chez Nikon. Alors la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît parce que bien sûr, il n'y a pas énormément d'optiques chez Nikon, mais elles sont excessivement qualitatives, pratiquement toutes, sauf une qui est un petit peu moins bonne, je vais le détailler. Mais elles sont aussi très légères et pas très chères. Commençons notre analyse par les kits de base, le 1545 Fuji et le 1650 Nikon. Il y a une petite différence entre un 15 mm et un 16 mm, vous voyez bien la différence de cadrage. Il y a toujours cette différence également d'exposition avec un Fuji un peu plus clair et un Nikon un peu plus sombre. Mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est la définition de l'image. Alors au centre, on a un petit plus pour le 1650 Nikon, il est un tout petit peu plus précis, un petit peu plus défini, un petit peu plus de micro-contraste. C'est pas monstrueux, par contre vous allez voir que dans les angles, c'est pas la même histoire. Voilà le coin inférieur droit et on peut constater que le Nikon, sans être exceptionnel, est quand même bien meilleur que le Fuji. Ça fait quand même une vraie différence, y compris sur des tirages pas très grands. Donc c'est à prendre en considération à la pleine ouverture. Le 1650 est largement au-dessus du 1545 Fuji.
Alors toujours à cette même focale, 15 mm, 16 mm, qu'est-ce qui se passe si on ferme un petit peu les objectifs? Alors la meilleure ouverture se situe plutôt entre 4 et 5, 6, 8, on commence déjà à avoir un tout petit peu de diffraction, faut pas oublier qu'on est en APS-C. Pour l'exemple, je vais quand même vous prendre l'ouverture f8. Alors au centre, on va retrouver la même petite différence. Je trouve que le Nikon est encore un tout petit peu plus défini, un petit peu plus de micro-contraste, comme tout à l'heure, mais c'est vraiment à la marge, on est à 200%, donc c'est presque insignifiant. Voyons voir dans un angle ce que ça donne. Et bien là encore, on a cette même différence. Le 15-45 est plus faible et surtout moins homogène que le 16-50. Alors je ne vais pas vous faire toutes les focales, toutes les ouvertures, ça serait assez fastidieux. Je vais simplement aller en bout de range à 45 mm, enfin pas tout à fait pour le 16-50, mais en bout de range pour le 15-45, et à f8, qui est certainement la meilleure ouverture à cette focale, pour s'apercevoir tout simplement qu'on a la même petite différence. Vous voyez qu'il y a quand même un petit piqué et un contraste meilleur sur le Nikon au centre de l'image. C'est pas énorme, mais la différence est quand même sensible. Vous le verrez sur un agrandissement à partir du A3. Et dans les angles, on retrouve à peu près la même chose, avec une différence là aussi, à la faveur du Nikon. C'est pas très important, c'est parce qu'il vous empêche de faire de belles photos, mais le 16-50 est vraiment supérieur au 15-45. Et je le répète, il m'a surpris cet objectif de kit avec une plage de focale assez étendue, une homogénéité de bonne aloi, et puis avec une définition, une précision, un piqué, un contraste qui est vraiment, pour un objectif de base de kit, assez remarquable. Autre comparaison intéressante entre le 23 f1.4 Fuji et le 24 mm DX f1.7 Nikon. Alors bien sûr, on n'est pas du tout dans la même gamme d'objectifs, hein. On a d'un côté un Fuji qui vaut 950 €, qui pèse 375 grammes, qui est déjà un petit peu plus encombrant. Et sur le 24 f1.7 Nikon, on est sur un objectif qui coûte 319 €, 135 grammes, très compact, très léger. Alors, au centre de l'image, il y a une petite différence, elle est déjà notable. À la pleine ouverture, f1.4 d'un côté et f1.7 de l'autre. Si je rapproche les deux ouvertures, f1.6 sur le Fuji et f1.7 sur le Nikon, on ne voit pas de grosse différence. La caractéristique aussi du f1.4, c'est d'être très bon dès la pleine ouverture. Et par contre, dans les angles, cette différence est plus marquée à la faveur du f1.4 Fuji, où on a plus de précision, plus de contraste, plus de définition, et aussi à noter moins de vignettage. L'image est plus homogène dans tous les cas. Si on ferme les deux objectifs à 5.6, on va constater que l'amélioration n'est pas très importante, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, avec toujours cette même petite différence au centre. Différence plus marquée que l'on retrouve dans les angles, un peu comme on l'a vu à la pleine ouverture. Lors de ce test, je n'ai pas acheté d'autres objectifs, pourtant vous le voyez, il y en a énormément dans la série X pour Fuji. C'est vraiment pléthorique, avec beaucoup de choses très intéressantes. Bon, j'ai pas encore pris ma décision d'acheter d'autres optiques, je ne sais pas si je vais garder ce XM5, donc pour l'instant, ma comparaison se limitera à ces deux objectifs que je vous ai montrés. Alors parlons-en justement de cet autofocus. Les deux fonctionnent parfaitement bien. C'est assez nouveau chez Fuji d'ailleurs, chez Nikon aussi. C'est pas si vieux non plus qu'ils arrivent à faire des autofocus aussi performants. Mais en tout cas, pour les deux modèles, ça fonctionne très bien. Sur le XM5, j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur le 15-45 et aussi sur le 23 f1.4, et à f1.4 il faut quand même être très précis. On a en particulier une détection du visage et des yeux qui est redoutable, mais quand je dis redoutable, c'est une des meilleures du marché, toutes marques confondues. Ça accroche tout de suite, on va directement sur le visage du sujet, sur l'œil, et ça marche pratiquement à tous les coups. On a 98% de photos nettes réussies, à condition de ne pas avoir le collimateur qui soit barré dans un coin avec le pad qui l'a envoyé pas du tout à l'endroit où on le souhaitait. De ce point de vue-là, le Nikon ne démérite pas. Son accroche est un tout petit peu moins rapide, un petit peu moins véloce, un petit peu moins précise au niveau des visages et des yeux. Sincèrement, on est dans les pouillèmes, hein. Au lieu d'avoir 98%, vous allez voir peut-être 90 ou 95% de photos réussies en utilisant cette détection du visage et des yeux avec le Z52. Mais le Fuji lui est un tout petit peu supérieur dans ce compartiment. Bien sûr, avec le Z50, je vous l'ai dit, on a aussi un AF performant avec des longues focales, ce que je n'ai même pas essayé avec le Fuji et je m'y refuse, c'est pas fait pour. Par contre, avec le Z52,
aucun problème. Et c'est là où on va changer la donne au niveau de l'utilisation. Là, on est vraiment sur un appareil de reportage léger, de photos de rue, de famille, de balade en ville ou en campagne pour faire du paysage. Là, on est sur un boîtier beaucoup plus polyvalent. Et là, je m'approche un petit peu de ma conclusion, puisque ça va être quelque chose qui va être à la fois possible d'utiliser ce Z52 comme boîtier principal, parce qu'il est capable de tout faire, mais aussi comme second boîtier pour ceux qui ont un Z6 III, un Z8, un Z9 et qui veulent bénéficier de ce crop de la fonction APS-C avec la transformation des longues focales avec ce coefficient multiplicateur de 1.5. Voilà les amis, on arrive au terme de ce petit film avec quand même de vraies différences entre ces deux boîtiers. Certes, ils sont à peu près au même prix, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes avec un appareil plus classique, on va dire, hein, le Nikon, avec un domaine d'utilisation qui est beaucoup plus large. Et puis ce petit Fuji qui est très attachant, qui est magnifique au niveau des résultats, qui est très petit, très discret, mais qui sera limité à des utilisations un petit peu plus, on va dire, rapprochées, classiques, peut-être pas, mais en tout cas moins tournées vers le sport, l'animalier, les longues focales, et quelque chose qui pourrait être plus universel. Vous êtes vraiment dans une utilisation immédiate, un plaisir immense de voir des photos de qualité qui s'affichent directement sur votre écran arrière et ensuite sur votre ordinateur. Voilà les amis, j'espère que vous aurez eu des informations intéressantes, utiles, qui vous permettront peut-être de choisir entre ces deux boîtiers, pourquoi pas, ou en tout cas ça vous aura apporté quelques moments de distraction en cette année 2025 qui commence bien difficilement au niveau météo et au niveau des informations générale dans le monde. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous souhaite de faire de merveilleuses photos avec l'un ou l'autre de ces boîtiers. Ils pourront de toute façon vous accompagner de très nombreuses années. J'ai quelques surprises qui arrivent dans les jours et les semaines à venir, avec en particulier un vrai défi photographique. J'en dis pas plus, restez à l'écoute, vous verrez, ça va être assez surprenant. Sur ce les amis, eh bien, faites des photos, bougez-vous, faites du sport, sortez, découvrez le monde et la nature, et je vous dis à très vite. Ciao, bye!